Au cœur de l'immense et puissant empire romain, où les murs de marbre dissimulaient autant la grandeur que la décadence, l'enfance d'un garçon se tissait dans une tapisserie d'intrigues, de poison et d'ambitions effrénées. Loin des champs de bataille et des grandes conquêtes qui avaient façonné d'autres empereurs, la saga de Néron débuta dans les corridors sombres du palais, un lieu où le pouvoir se disputait avec la lame la plus acérée de la trahison, et où chaque murmure pouvait cacher un complot mortel. Sa naissance, le 15 décembre 37, après J.P.C. Sous le nom de Lucius Domitius Aenobarbus, le destinait à une vie de privilèges, mais aussi à une existence enveloppée d'un danger constant, présage de l'empereur chaotique qu'il deviendrait. Dès ses premières années, la vie de Néron fut une succession de tragédies et de rebondissements dictés par le destin et, plus souvent encore, par les machinations humaines. Son père, Cneius Domitius Aenobarbus, mourut alors qu'il n'avait que 3 ans, le laissant orphelin avec un héritage considérable. Cependant, la véritable force derrière son destin était sa mère, l'impitoyable et rusée Agrippine la jeune. Petite fille d'Auguste, sœur de Caligula et nièce de l'empereur Claude, Agrippine était une femme d'une intelligence aiguë et d'une ambition démesurée, déterminée à restaurer la grandeur de sa lignée impériale à tout prix. Sa vie témoignait de sa quête incessante d'influence, avec son fils comme pièce maîtresse de son grand projet. L'enfance de Néron fut ainsi profondément marquée par les conspirations palatines. Il était un pion dans un jeu d'échecs à haut risque, où chaque mouvement pouvait signifier l'ascension ou la mort. L'atmosphère de méfiance était si dense que la simple mention d'un nom pouvait sceller le sort de quelqu'un. Agrippine, dans son ascension implacable, n'hésita pas à employer tous les moyens à sa disposition pour consolider sa position et celle de son fils. Elle épousa son oncle, l'empereur Claude, et entreprit de préparer méticuleusement le chemin de Néron vers le trône, écartant les autres héritiers potentiels par la persuasion et, comme l'insinuent les ombres de l'histoire, par des moyens bien plus sinistres. Le poids d'être le fils d'Agrippine était écrasant. Chaque leçon, chaque interaction dans la vie de Néron était teintée par l'ambition de sa mère. Il fut éduqué par certains des plus grands esprits de l'époque, dont le philosophe Sénèque, qui tenta de lui inculquer les vertus romaines et les principes stoïques. Cependant, la véritable éducation de Néron était dictée par les chuchotements du pouvoir, les alliances forgées et rompues, et la menace constante des rivaux au sein même de la famille impériale. Agrippine voyait en Néron non seulement un fils, mais un instrument, une extension de sa volonté de régner. Son influence était omniprésente, une ombre planant sur la vie du jeune prince. Ce monde d'intrigues exposa Néron très tôt aux facettes les plus sombres de la politique romaine. Il fut témoin de la fragilité de la vie humaine et de la facilité avec laquelle le pouvoir corrompait. Les graines de la paranoïa et de la cruauté qui germeraient plus tard dans son règne furent semées dans ce terreau fertile de méfiance et d'ambition familiale. La quête incessante d'Agrippine pour le pouvoir ne connaissait pas de limite, et pour assurer le trône à son fils, elle remua ciel et terre. Sa stratégie était méticuleuse et impitoyable. D'abord, elle s'établit comme la femme la plus influente de Rome en épousant l'empereur Claude, son oncle, gagnant rapidement une emprise sur lui. Avec Claude sous son contrôle, elle entreprit d'éliminer tout obstacle sur le chemin de Néron. Le fils biologique de Claude, Britannicus, l'héritier légitime, représentait une menace évidente. Agrippine s'efforça de l'isoler et de réduire son importance à la cour, tout en élevant Néron, s'assurant qu'il soit perçu comme le successeur naturel. Le palais impérial était un véritable foyer de trahison et d'empoisonnement. L'histoire de Rome était remplie de récits d'adversaires éliminés discrètement et l'ère de Claude ne faisait pas exception. Agrippine était une experte dans ce jeu obscur. On raconte qu'elle élimina des rivaux et même des conseillers qui auraient pu entraver ses plans. Le jeune Néron grandit en observant cette réalité brutale, apprenant que la loyauté était un luxe et que le pouvoir se conquérait et se maintenait souvent par des moyens inhumains. Cette atmosphère de paranoïa constante et de manipulation laissa des cicatrices profondes dans la psyché du futur empereur, érodant tout sens de moralité ou d'empathie.
Le destin de Néron était, en effet, écrit dans le sang. Chaque pas d'Agrippine, chaque manœuvre politique était un sacrifice sur l'autel de son ambition. Elle parvint à convaincre Claude d'adopter Néron comme son fils et héritier. Un acte monumental qui éleva Lucius Domitius Aenobarbus au-dessus de Britannicus dans la ligne de succession. Cette adoption fut un point de non-retour, une démarche audacieuse qui consolida le plan d'Agrippine et plaça Néron à un pas du trône impérial. Malgré la discipline et l'éducation imposées par Agrippine et ses tuteurs, le jeune Néron affichait une dualité remarquable. Il était intelligent et possédait des talents artistiques, mais montrait aussi des signes d'une inclination hédoniste et impulsive. Sa mère tentait de le modeler à son image, celle d'un souverain rusé et autoritaire, mais l'influence de Sénèque, son tuteur stoïcien, offrait un contrepoids, cherchant à lui inculquer des vertus et une vision plus modérée du pouvoir. Cependant, les graines de cruauté et de mégalomanie, plantées par les conspirations et les trahisons de son enfance, avaient déjà pris racine, attendant le moment opportun pour éclore. La scène était prête. Avec Britannicus relégué au second plan et l'influence d'Agrippine à son apogée, le chemin vers le trône était presque dégagé pour Néron. Le jeune prince, façonné par une enfance singulière mêlant privilèges et périls, était au bord d'hériter du plus grand empire du monde. Mais le coût de cette ascension serait élevé, payé par le sang et la vie de nombreux proches, transformant à jamais le visage de Rome. L'ère de l'empereur du chaos était sur le point de commencer, un legs de folie et de terreur qui résonnerait à travers les siècles. Le réseau d'intrigues tissé par Agrippine atteignit son apogée le 13 octobre 54 après J.T.C. Ce matin-là apporta une nouvelle qui ébranlerait les fondations de l'Empire romain, la mort de l'empereur Claude. Bien que les rapports officiels évoquaient une maladie soudaine ou la vieillesse, les murmures dans les couloirs du palais et dans les rues de Rome racontaient une autre histoire. On croit généralement que Claude fut empoisonné. Toutes les preuves, historiques comme légendaires, pointant vers la main, subtile ou non, d'Agrippine. Elle aurait veillé à ce que la mort survienne au moment parfait pour Néron, consolidant sa position avant qu'aucun rival ne puisse agir. Le poison, supposément administré dans un plat de champignons, mit fin non seulement au règne de Claude, mais ouvrit la voie à l'ère la plus tumultueuse de la Rome impériale. Avec la mort de l'empereur, la scène était prête pour la transition du pouvoir. Agrippine agit avec une efficacité implacable, gardant la mort de Claude secrète pendant quelques heures, afin de s'assurer que toutes les pièces étaient en place. Puis Néron, le jeune homme qu'elle avait préparé et promu avec soin, fut conduit au camp de la garde prétorienne. Là, avec le soutien crucial des prétoriens, déjà soudoyés et instruits par Agrippine et ses alliés, il fut acclamé comme le nouvel empereur. Ce fut un coup politique magistral, exécuté avec une précision chirurgicale pour garantir une succession sans opposition immédiate. Ainsi, à l'âge de 17 ans, le jeune Néron monta sur le trône du plus grand empire que le monde ait connu. Son ascension fut marquée par un mélange d'espoir et d'appréhension. Rome aspirait à la stabilité après des années d'empereurs excentriques et violents comme Caligula, et Néron, avec son charme juvénile et sa promesse d'un nouveau départ, semblait initialement prometteur. Dans ses premiers discours au Sénat et au peuple, il promit un règne juste et modéré, exempt des excès de ses prédécesseurs. Sous la direction de Sénèque, qui le conseillait pour gouverner avec sagesse, et de Burrus, le préfet de la garde prétorienne, qui assurait la loyauté militaire, les premières années du règne de Néron furent étonnamment stables et même célébrées. Cependant, derrière la façade d'un gouvernement juvénile et prometteur, l'Empire était dans un équilibre précaire, régi dans l'ombre par un réseau d'intérêts. Néron était jeune et inexpérimenté, et bien que son talent pour les arts fût évident, sa capacité à gouverner restait incertaine. Les véritables architectes du pouvoir initial étaient Agrippine, sa mère, et ses deux conseillers influents, Sénèque et Burrus. Agrippine exerçait une influence écrasante, cherchant à contrôler chaque décision de son fils. Assistant aux réunions du Sénat,
et apparaissant même aux côtés de Néron sur les pièces de monnaie et les documents officiels, une position sans précédent pour une femme. Cette dynamique créa une cour où l'autorité véritable était un jeu de force entre ces trois figures puissantes. Néron était empereur de nom, mais ses actions et décisions étaient constamment filtrées et manipulées par ce triumvirat. Rome, la capitale du monde, était gouvernée par une danse complexe d'intérêts, où l'ambition personnelle l'emportait souvent sur le bien-être de l'Empire. Le jeune empereur, encore en apprentissage, était sur le point de s'éveiller à son propre pouvoir, un éveil qui serait le catalyseur du drame à venir. Le contrôle d'Agrippine sur le jeune Néron était presque absolu. Elle l'accompagnait dans toutes ses apparitions publiques, exerçait une influence directe sur les décisions politiques et militaires, et s'attendait à être traitée comme la véritable force derrière le trône. Son ascendant était si évident qu'il se reflétait même dans la monnaie, où son portrait apparaissait aux côtés de celui de son fils, un privilège inédit pour une femme. Pour Agrippine, Néron était son projet, une extension de son propre pouvoir, et elle n'avait aucunement l'intention de céder les rênes à quiconque. La cour romaine observait cette dynamique avec inquiétude, se demandant qui détenait réellement le pouvoir suprême. Cependant, sous cette apparente soumission, le jeune Néron commença à s'éveiller à sa propre autorité. Peu à peu, il se mit à ressentir le poids oppressant de l'influence de sa mère. Les graines de son individualité, semées par Sénèque et ses propres ambitions, commencèrent à germer. Il se sentait étouffé par la surveillance constante d'Agrippine, qui le traitait davantage comme une marionnette que comme l'empereur de Rome. Cet éveil ne fut pas soudain, mais un processus graduel d'affirmation de sa volonté, poussé par sa jeunesse et son désir d'autonomie. L'influence de Sénèque et de Burrus devint cruciale pendant cette période de transition. Initialement alliés d'Agrippine dans son ascension, ils reconnurent la nécessité d'équilibrer le pouvoir pour garantir la stabilité de l'Empire et peut-être leur propre survie. Avec sagesse et subtilité, ils commencèrent à encourager Néron à prendre ses propres décisions et à sortir de l'ombre de sa mère. Sénèque, en particulier, utilisait ses enseignements stoïques pour insuffler à Néron des notions d'autodiscipline et un gouvernement plus indépendant et vertueux. Burrus, grâce à son influence sur la garde prétorienne, s'assurait que Néron disposait du soutien militaire nécessaire pour affirmer son autorité. Le conflit, jusque-là voilé, commença à éclater au grand jour. Néron se mit à prendre des décisions sans consulter Agrippine, ignorant ses conseils et s'entourant de personnes hors de son contrôle. L'un des premiers signes clairs de cette rupture fut sa liaison avec Claudia Acte, une affranchie qu'Agrippine désapprouvait avec véhémence, mais que Néron maintint. Cette défiance personnelle marqua le début d'une bataille de volonté entre mère et fils, une lutte pour le contrôle de l'Empire et, plus important encore, de la vie même de Néron. À mesure que Néron s'affirmait, l'Empire dans l'ombre d'Agrippine commença à s'effriter. L'empereur, autrefois simple instrument, se dressait désormais pour forger sa propre identité et son propre héritage. Cette transformation de disciple à souverain autonome serait le catalyseur des événements dramatiques à venir, culminant dans l'un des actes les plus infâmes de l'histoire romaine. La tension entre mère et fils atteignit son paroxysme, prête à se rompre dans un acte de violence qui choquerait le monde. La relation entre Néron et Agrippine, jadis fondement de son ascension au pouvoir, devint un champ de bataille miné par le ressentiment et la soif de contrôle. Peu à peu, l'influence écrasante de la mère commença à étouffer l'empereur, qui aspirait à l'indépendance. Le point de rupture initial vint des choix personnels de Néron. Sa liaison avec Claudia Acte, puis sa passion pour Popée Sabine, l'épouse de son ami Othon, furent des défis directs à l'autorité d'Agrippine. Elle désapprouvait ouvertement ces relations, les considérant comme des distractions et des menaces pour la succession et, plus crucial encore, pour son propre pouvoir. Ce qui commença comme des différends personnels se transforma rapidement en une lutte ouverte pour la domination de l'Empire. La tension entre mère et fils éclata dans un complot sanglant. Agrippine, habituée à manipuler et éliminer les obstacles,
tenta de réaffirmer son contrôle par des tactiques de plus en plus agressives. Elle menaça de soutenir Britannicus, le fils biologique de Claude et héritier légitime, comme rival au trône de Néron. Cette menace, combinée à son ingérence constante dans les affaires de l'État et son insistance à participer à toutes les réunions et décisions, devint insupportable pour le jeune empereur. Néron, qui avait grandi en étant témoin de la cruauté froide de sa mère dans sa quête de pouvoir, voyait désormais en Agrippine l'incarnation d'une menace qu'il devait éliminer pour régner véritablement. Le complot pour éliminer Agrippine fut minutieusement orchestré par Néron, avec l'aide de ses conseillers. Le premier plan consistait à utiliser un bateau conçu pour s'effondrer en mer, simulant un accident. L'idée était qu'Agrippine embarque sur un navire qui se disloquerait en pleine mer, la faisant passer pour la victime d'une tragédie fortuite. C'était une tentative de se débarrasser de sa mère sans souiller directement les mains de l'empereur par un meurtre explicite tout en maintenant une façade d'innocence et de deuil. Cependant, le destin ou la ruse d'Agrippine joua contre Néron. Le plan du naufrage échoua de manière spectaculaire. Le bateau se désintégra comme prévu, mais Agrippine, femme d'une résilience et d'une intelligence remarquables, parvint à nager jusqu'à la côte, stupéfiant tout le monde. La nouvelle de sa survie envoya un frisson de panique dans le palais. Néron, qui pensait s'être libéré, vit sa mère revenir d'entre les morts, métaphoriquement parlant, et savait qu'elle n'hésiterait pas à se venger de cette tentative d'assassinat. L'échec du plan ne fit qu'accroître la paranoïa de Néron et l'urgence d'agir de manière plus décisive. La survie d'Agrippine scella son destin d'une manière encore plus brutale. Néron comprit qu'il n'y avait plus de place pour les subterfuges. Sa mère était une menace persistante, désormais consciente de son intention de la tuer. Le matricide, impensable pour la plupart, devint une nécessité tordue dans l'esprit de l'empereur. La décision de l'éliminer directement et sans équivoque fut prise avec des conséquences graves pour son image et pour l'histoire de Rome. Avec l'échec du naufrage, la paranoïa et la fureur de Néron s'enflammèrent. L'idée que sa mère, celle qu'il avait placée sur le trône, défiait son autorité et connaissait désormais ses intentions meurtrières, était intolérable. Il n'était plus possible de masquer sa mort en accident. Ce serait une exécution directe, un acte qui choquerait Rome et le monde. Néron, avec le soutien réticent de Sénèque et Burrus, qui craignaient l'instabilité représentée par Agrippine et la colère d'un empereur de plus en plus instable, planifia la disparition définitive de sa mère. Néron orchestra et exécuta le meurtre de sa propre mère. La tâche fut confiée à Anicetus, le commandant de la flotte de Misène et un complice fidèle ou craintif de l'empereur. Anicetus et ses hommes furent envoyés à la villa d'Agrippine où elle se remettait du naufrage. À leur arrivée, ils envahirent sa résidence. Agrippine, pressentant sa fin, aurait crié « Frappez le ventre qui a porté un monstre !» alors que l'un des assassins portait le coup fatal. Ce fut un acte de brutalité froide, exécuté avec l'approbation explicite de son propre fils. Le corps d'Agrippine fut rapidement brûlé, sans les honneurs funéraires dus, signe de la profondeur du rejet et de la haine de Néron. Cet acte de matricide, le meurtre de sa propre mère, scella la réputation de Néron comme l'un des empereurs les plus cruels et infâmes de l'histoire romaine. Bien qu'il ait tenté de justifier ses actions devant le Sénat, prétendant qu'Agrippine conspirait contre lui et l'État, la plupart des Romains voyaient, à travers cette mascarade, la figure maternelle était sacrée à Rome, et le matricide était un crime odieux, presque inconcevable. Malgré les efforts de Sénèque pour rédiger des discours masquant la vérité, la tâche de ce crime ne s'effacerait jamais de la réputation de Néron. Il avait franchi une ligne que peu osaient approcher, et le poids de cet acte le hantrait dans ses décisions futures et dans la manière dont l'histoire le percevrait. La mort d'Agrippine n'apporta pas à Néron la paix qu'il espérait. Au contraire, elle libéra un côté encore plus sombre de sa personnalité. Avec l'absence de sa mère, la seule personne qui semblait exercer une influence sur lui, le dernier frein fut levé. Dès lors, Néron s'enfonça de plus en plus dans ses propres caprices et plaisirs,
sans le frein moral ou politique que la présence dominatrice d'Agrippine, aussi oppressante soit-elle, avait quelque peu fourni. Rome avait désormais un empereur véritablement autonome, mais cette autonomie eut un coup terrible. La brutalité de l'assassinat de sa propre mère révéla une froideur et une capacité à la cruauté qui s'étendraient bientôt à d'autres, alors que Néron s'abandonnait à ses impulsions les plus sombres et cherchait une forme d'expression allant bien au-delà de la politique et de la gouvernance. L'art et le spectacle qu'il imposerait bientôt à un empire encore sous le choc de ses actions récentes. Avec Agrippine hors du chemin, la dernière barrière aux impulsions et désirs de Néron fut supprimée. L'empereur, désormais libre de l'influence oppressante de sa mère, commença à se libérer des contraintes, des attentes et conventions romaines. Sa véritable passion, qu'il avait cultivée en secret ou sous la supervision de ses tuteurs, éclata au grand jour. Néron ne souhaitait pas être seulement un souverain, il aspirait à être reconnu comme un artiste, un virtuose, un génie créatif. Cette facette de sa personnalité, considérée par beaucoup de Romains comme une excentricité indigne d'un empereur, était pour Néron l'expression la plus authentique de son être. Ainsi, l'empereur se réinventa en acteur, chanteur et poète. Il consacra d'innombrables heures à l'étude de la lyre, à la pratique vocale et à la composition de vers, convaincu de posséder un talent inégalé. Pour Néron, l'art n'était pas un passe-temps, mais une vocation divine, et il se voyait comme un Apollon moderne, un patron des muses. Il chantait à haute voix, récitait des poèmes avec ferveur et jouait dans des tragédies, prenant souvent le rôle principal. Cette dévotion aux arts était inhabituelle pour un Romain de son rang, et encore plus pour un empereur. Alors que l'élite romaine considérait le théâtre et la musique comme des divertissements pour les masses ou pour les esclaves et affranchis, Néron les éleva à un niveau impérial. L'empereur Néron défia audacieusement les traditions romaines. Non seulement il appréciait les arts, mais il les pratiquait publiquement, ce qui était inconcevable pour la noblesse et surtout pour le chef suprême de Rome. Les empereurs étaient censés être des chefs militaires, des administrateurs et des hommes d'État, pas des artistes de scène. Les apparitions publiques de Néron en tant que chanteur et acteur choquèrent le Sénat et l'ancienne garde républicaine qui y voyaient une dégradation de la dignité impériale. L'idée d'un César chantant devant un public ou participant à des concours de poésie était une insulte directe aux valeurs de gravitas, sérieux, et de dignitas, dignité, piliers de l'élite romaine. Néron ne se contentait pas de se produire lors de réunions privées pour son cercle intime. Il monta sur les scènes des théâtres publics, organisant ses propres festivals artistiques comme les Neroniana où il était la vedette. Pour garantir le succès de ses performances, il exigeait des applaudissements et s'assurait une victoire universelle. Des applaudisseurs professionnels étaient engagés pour garantir des ovations enthousiastes, et le public était subtilement, ou moins subtilement, découragé de quitter avant la fin de ces longues représentations. Pour le peuple, c'était un spectacle curieux. Pour l'élite, une humiliation. Rome était divisée dans ses opinions sur son empereur artiste. Pour les masses, il y avait peut-être une certaine fascination à voir leur souverain si proche du peuple, s'adonnant à des activités jusque-là réservées aux classes inférieures ou aux artistes professionnels. Pour l'élite, cependant, c'était un mélange de honte et d'indignation. Il voyait un empereur détournant son attention des affaires de l'État pour des performances théâtrales, mettant en péril la réputation et la stabilité de Rome. La question flottait. Était-ce de la folie ou une innovation? Tandis que Néron se délectait de ses passions artistiques, la cour romaine et le peuple se trouvaient à un carrefour. Pour certains, l'audace de l'empereur était perçue comme une innovation audacieuse, une rupture bienvenue avec les traditions austères qui avaient longtemps étouffé l'expression individuelle au sein de l'élite romaine. Ils pouvaient même apprécier la démocratisation des arts, voyant un empereur qui ne se cachait pas derrière des cérémonies, mais se mêlait au peuple sur les scènes et dans les arènes. Cette vision, cependant,
était minoritaire parmi l'aristocratie, qui voyait dans la gravitas et la dignitas, les piliers de la conduite impériale romaine, une offense ouverte. Pour la plupart des sénateurs et patriciens, les performances de Néron étaient un signe indéniable de folie et une dangereuse déconnexion de la réalité. Ils voyaient un empereur qui aurait dû gouverner un vaste empire, prendre des décisions militaires et administratives cruciales, mais qui était plus préoccupé par accorder sa lyre et mémoriser des vers. L'idée que le dirigeant du monde civilisé s'abaissât au niveau d'un acteur de théâtre était humiliante et terrifiante. Pour eux, ce n'était pas une innovation, mais une aberration, un symptôme d'un déclin moral qui menaçait de déstabiliser tout l'empire. La figure du souverain, autrefois source de respect et de crainte révérentielle, se fondait désormais dans le spectacle, transformant la majesté impériale en une farce publique. Néron, cependant, était indifférent, ou peut-être insensible, à ces critiques. Son monde tournait autour de son art. Il considérait ses talents comme des dons divins et croyait sincèrement qu'il élevait la culture romaine à de nouveaux sommets. L'empereur participa même aux Jeux olympiques en Grèce, repoussé de 2 ans pour permettre sa participation, remportant toutes les compétitions auxquelles il prenait part, des victoires que beaucoup croyaient achetées ou manipulées, mais qu'il voyait comme la preuve irréfutable de son génie. Il introduisit même un nouveau type de monnaie, le sesterce, portant son effigie avec une couronne de laurier célébrant ses triomphes artistiques. La cour de Néron devint un refuge pour les artistes, les poètes et les flatteurs qui le louaient et l'applaudissaient en échange de faveurs et de positions. Ceux qui osaient critiquer ou ne montraient pas l'enthousiasme attendu faisaient face à la colère de l'empereur. Beaucoup furent exilés, leur fortune confisquée ou forcés de se suicider. Le besoin d'applaudissements de Néron était insatiable, et son intolérance à toute forme d'opposition devenait de plus en plus évidente. Ainsi, la figure du souverain se fondit dans le spectacle, créant une dualité dangereuse. Néron ne gouvernait pas pour le peuple ni pour le Sénat, il gouvernait pour son image d'artiste, et l'Empire devint sa scène personnelle. L'empereur, qui avait accédé au pouvoir sous l'ombre d'une mère ambitieuse, s'établit désormais comme une figure de pouvoir absolu, dictant non seulement la politique, mais aussi les goûts culturels de Rome. Cependant, cette extravagance et cette déconnexion avec les réalités de l'administration impériale allaient bientôt être mises à l'épreuve par la plus grande tragédie de son règne, un événement qui tacherait son nom de feu et de fumée pour l'éternité. Dans la nuit du 18 juillet 64 après JC, une tragédie d'une ampleur épique frappa le cœur de l'Empire romain. Un petit incendie, apparemment banal dans une ville de structures en bois et de rues étroites comme Rome, éclata près du Circus Maximus. Alimentés par des vents forts et une abondance de matériaux inflammables, les insulets surpeuplés, les tavernes et les entrepôts, les flammes se propagèrent à une vitesse terrifiante. La vaste ville densément peuplée, largement construite en bois et sans planification urbaine adéquate pour contenir les incendies, devint rapidement un piège ardent. Rome brûla pendant 9 jours, un enfer qui consuma des quartiers entiers, des temples sacrés et la vie de milliers de ses habitants. La vision de la capitale en flammes était apocalyptique. Le ciel nocturne fut remplacé par une immense coupole de fumée et de braise, tandis que le rugissement du feu et les cris désespérés des citoyens résonnaient à travers les collines. Des familles entières fuyaient dans les rues en panique, essayant d'échapper à l'avancée implacable des flammes. Beaucoup périrent, asphyxiés par la fumée ou écrasés dans le chaos. La ville, autrefois symbole de puissance et de gloire, se transforma en un cauchemar de fumée, de chaleur et de ruines. Sur les 14 régions de Rome, seules 4 restèrent intactes, 3 furent complètement détruites et 7 subirent de graves dommages. Le Palatin, demeure des empereurs, fut touché et la résidence de Néron fut consumée. Néron, l'empereur, se trouvait dans sa villa à Antium, aujourd'hui Anzio, à environ 50 km de Rome, lorsque l'incendie commença. Informé de la nouvelle alarmante, il retourna immédiatement dans la capitale. Les récits historiques suggèrent qu'il fit preuve d'une énergie inhabituelle dans ses efforts pour combattre le feu et aider les victimes.
Il ouvrit ses jardins et les bâtiments publics pour accueillir les sans-abri, organisa des convois de vivres et réduisit le prix des céréales pour alléger les souffrances de la population. Cependant, ces actions seraient bientôt éclipsées par les accusations et les légendes qui suivirent. Malgré ses efforts initiaux, la grande tragédie qui marquerait son héritage se transforma rapidement en une accusation terrible. Alors que les flammes s'éteignaient et que l'odeur de la mort et de la destruction planait sur la ville, des murmures de suspicion commencèrent à émerger, se transformant rapidement en accusations ouvertes. Néron fut accusé d'avoir déclenché l'incendie. Les raisons de ces accusations étaient variées et spéculatives, mais elles gagnèrent du terrain parmi le peuple et l'élite. L'une des théories les plus infâmes, qui contribua grandement à sa mauvaise réputation, était que Néron voulait reconstruire Rome de manière plus grandiose et avait besoin de dégager de vastes zones de la ville pour ce faire. D'autres rumeurs, encore plus cruelles, suggéraient qu'il cherchait à vivre un événement catastrophique pour inspirer son art, voulant être témoin d'une tragédie en direct. L'idée que l'empereur, un artiste en quête d'inspiration, ait pu orchestrer une telle dévastation était répugnante pour les Romains, et cette accusation se propagea comme un feu de poudre. La vérité sur l'origine de l'incendie reste un mystère historique, mais la graine du soupçon avait été plantée, et l'image de Néron serait à jamais associée aux flammes qui consumèrent la ville éternelle. La légende la plus durable et la plus préjudiciable est celle selon laquelle Néron jouait de la lyre pendant que la ville brûlait. Cette image emblématique, le dépeignant comme un fou indifférent à la catastrophe dévorant sa capitale, est largement rapportée par des historiens comme Suétone et Dion Cassius. Il raconte que Néron, depuis une tour ou son palais, vêtu de costumes théâtraux, jouait de sa lyre et chantait la chute de Troie, comparant le malheur de sa ville à la destruction épique de l'ancienne Troie. Bien que les preuves exactes de cette scène soient débattues et que beaucoup d'érudits la considèrent comme une invention ultérieure pour diffamer l'empereur, elle s'est profondément ancrée dans l'imaginaire collectif, scellant la réputation de Néron comme un tyran cruel et mégalomane. Même si l'histoire de Néron jouant de la lyre est discutable, ce qui suivit l'incendie consolida l'image d'un empereur détaché. Après la destruction, Néron lança un ambitieux projet de reconstruction, incluant la création de sa Domus Aurea, maison dorée, un palais immense et luxueux construit sur les terres dégagées par l'incendie. L'ampleur et le luxe de cette construction, combinés aux rumeurs selon lesquelles Néron avait libéré la zone pour son propre bénéfice, alimentèrent la théorie qu'il avait déclenché l'incendie. L'idée qu'un empereur sacrifie sa capitale pour ériger un monument à sa gloire était répugnante et indignante pour beaucoup. La dévastation de Rome exigeait une explication, et le peuple, désespéré et sans abri, réclamait un coupable. Mais que s'est-il réellement passé? La vérité est complexe et obscurcie par le temps et la propagande. Rome était une ville densément peuplée, avec des bâtiments en bois facilement inflammables et des rues étroites. Les incendies étaient de fréquents, et dans des conditions de vent fort et de sécheresse, ils pouvaient se propager rapidement. Il est tout à fait possible que l'incendie ait été accidentel. Cependant, l'absence de Néron au début de l'incendie et la construction ultérieure de la Domus Aurea dans une zone centrale de Rome fournirent à ses ennemis politiques des munitions parfaites pour les accusations. Face à un mécontentement croissant et à la nécessité urgente de détourner la faute pour éviter une révolte populaire, Néron trouva un bouc émissaire idéal, les chrétiens. Cette nouvelle secte religieuse, mystérieuse et souvent mal comprise par les Romains, était déjà vue avec suspicion et facile à diaboliser. Les accusant d'athéisme pour ne pas adorer les dieux romains et d'autres pratiques secrètes et abominables, Néron lança une campagne brutale de persécution. Les conséquences immédiates de l'incendie et les accusations qui suivirent furent dévastatrices pour la popularité de Néron. Il avait perdu la confiance d'une partie du peuple et, plus crucial encore, le respect de l'élite romaine, qui le regardait déjà avec mépris pour ses excentricités artistiques et le meurtre d'Agrippine. L'incendie de Rome devint le tournant décisif de son règne.
marquant la transition d'un empereur excentrique à un tyran cruel, ouvrant la voie à des persécutions encore plus sanglantes et, finalement, à sa propre chute. Avec Rome en ruine et la responsabilité de l'incendie pesant sur ses épaules, Néron fit face à une crise sans précédent dans sa popularité. Les accusations, bien que sans fondement pour certains, nécessitaient un cible tangible pour détourner la colère du peuple. C'est dans ce moment de désespoir et de besoin de contrôle que l'empereur, déjà connu pour sa cruauté latente, trouva le parfait bouc émissaire, les chrétiens. Cette nouvelle secte, qui prêchait un Dieu unique et refusait d'adorer les divinités romaines ou l'empereur, était déjà regardée avec suspicion et hostilité par la majorité des citoyens. Leur nature secrète et leurs pratiques, souvent mal interprétées, en faisaient des cibles faciles pour la propagande impériale. Ainsi, Néron déclencha l'une des premières et des plus brutales persécutions des chrétiens dans l'histoire romaine. L'historien Tacite, contemporain des événements, décrit avec des détails glaçants la cruauté infligée par Néron. Les chrétiens furent soumis à des tortures inimaginables. Certains furent vêtus de peaux d'animaux sauvages et déchirés par des chiens féroces. D'autres furent crucifiés, et beaucoup furent enduits de poix et brûlés vifs comme des torches humaines pour illuminer les jardins impériaux la nuit. Ces exécutions n'étaient pas de simples punitions, mais des spectacles macabres conçus pour terrifier et divertir la plèbe romaine tout en détournant l'attention de la culpabilité présumée de Néron dans l'incendie. Ces exécutions publiques transformèrent Rome en une scène d'horreur. Les arènes et les lieux de spectacle, autrefois réservés aux jeux et aux gladiateurs, devinrent le théâtre de l'anéantissement systématique d'un groupe religieux. La cruauté de Néron atteignit un nouveau sommet. Il ne cherchait pas seulement la mort de ses accusés, mais leur souffrance et leur humiliation extrême, comme un moyen de réaffirmer son pouvoir absolu et de contrôler le récit autour de l'incendie. Les jeux dans le Colisée, qui deviendraient plus tard le centre de tels spectacles, annonçaient déjà la brutalité qui deviendrait la marque de Néron. L'ère des spectacles artistiques de Néron céda rapidement la place à une ère de spectacles cruels et sanglants. La quête d'applaudissements artistiques fut remplacée par une quête de peur et d'obéissance. Le masque de l'artiste fut échangé contre le visage du tyran. L'empereur, qui exigeait autrefois des ovations pour ses chansons, réclamait désormais le silence terrifié de la foule, alors que ses ennemis périssaient de manière horrible. Ce virage brutal dans le tempérament et les actions de Néron consolida son image de souverain tyrannique et imprévisible. Rome, la capitale du monde, devint un théâtre de sang. La paranoïa de Néron grandissait et il voyait des conspirations à chaque coin. La persécution ne se limitait plus aux chrétiens. Elle s'étendait à quiconque était perçu comme une menace pour son pouvoir ou exprimait le moindre mécontentement. Les sénateurs, les nobles et même d'anciens conseillers et amis devinrent des cibles. La simple possession d'une fortune pouvait mener à des accusations, leurs biens étant confisqués pour financer les dépenses extravagantes de l'empereur et la reconstruction de Rome. La paranoïa de Néron était une bête insatiable. Se croyant constamment entouré d'ennemis et de traîtres, il s'enfonça davantage dans un autoritarisme absolu. Chaque dissentiment, réel ou imaginaire, était traité avec une brutalité sans précédent. L'empereur, qui tolérait autrefois les conseils, exigeait désormais une soumission aveugle. La loi devint un outil de sa volonté personnelle, utilisé pour écraser quiconque osait remettre en question ses décisions ou sa divinité autoproclamée. La liberté d'expression fut étouffée et la peur devint la monnaie courante dans la cour et les rues. Un exemple notoire de cette répression fut la conspiration de Pisone en 65 après J.C. Désespérés par le comportement tyrannique de Néron, plusieurs sénateurs, chevaliers et même des membres de la garde prétorienne menés par Caius Calpurnius Piso complotèrent pour l'assassiner et le remplacer. Cependant, la conspiration fut découverte et la riposte de Néron fut rapide et cruelle. Des figures éminentes comme Sénèque, son ancien tuteur, et Lucain, son neveu poète, furent forcés de se suicider sous des accusations de complicité.
La répression s'étendit à des dizaines d'autres, éliminant non seulement les conspirateurs, mais aussi ceux qui étaient simplement tombés en disgrâce ou étaient perçus comme des menaces potentielles. Rome devint un théâtre de sang, non plus pour les spectacles artistiques de Néron, mais pour des exécutions sommaires et des purges politiques. Les propriétés des condamnés étaient saisies, enrichissant le trésor impérial, que Néron utilisait pour financer son extravagante Domus Aurea et ses nombreux festivals. Le Colisée, pas encore totalement construit, était déjà un précurseur des spectacles sanglants à venir, avec des jeux de gladiateurs et des exécutions de criminels et de chrétiens, servant de distraction macabre pour le peuple et de démonstration du pouvoir implacable de l'empereur. Les rues autrefois vibrantes de Rome devinrent dangereuses pour l'élite. Le moindre faux pas, une parole imprudente ou un regard critique, pouvait conduire à la mort. L'aristocratie vivait dans une terreur constante, ne sachant jamais qui serait la prochaine victime de la paranoïa impériale. Le peuple, qui avait peut-être autrefois été fasciné par son empereur artiste, le craignait désormais véritablement. La compassion que Néron avait montrée immédiatement après l'incendie fut oubliée, remplacée par les souvenirs de torches humaines et de bains de sang. Cette atmosphère de terreur ne se limitait pas à la capitale. L'administration des provinces commença à ressentir le poids de la corruption et de la tyrannie de Néron, avec des impôts lourds et des exigences extravagantes pour soutenir le mode de vie de l'empereur. La loyauté des gouverneurs et des légions, autrefois inébranlable, commença à vaciller. L'image de Néron comme un empereur fou et cruel se répandait à travers l'Empire, érodant sa base de soutien. La scène était prête pour une réaction inévitable. La brutalité de Néron avait aliéné tout le monde. Le Sénat, la garde prétorienne, le peuple, et bientôt même ses généraux et alliés les plus proches. Les graines de la révolte furent semées dans un terrain fertile de peur et de ressentiment, préparant le terrain pour la chute d'un empereur qui se croyait intouchable. La tyrannie et les extravagances de Néron ne pouvaient se maintenir indéfiniment. La longue série de persécutions, l'ostentation effrénée, les dépenses exorbitantes pour la Domus Aurea et la déconnexion évidente de l'empereur avec les réalités de la gouvernance d'un vaste empire commencèrent enfin à prendre leur tribut. La patience de Rome, et plus important encore, la loyauté de ses provinces et légions s'épuisait. Le point de rupture approchait. L'étincelle initiale de la révolte vint de l'Ouest. En 68 après J.C., Caius Julius Vindex, le gouverneur de la Gaule lyonnaise, une province romaine correspondant à l'actuelle France, lassé de la tyrannie et de l'oppression fiscale de Néron, se rebella. Vindex, un Aquitain de sang royal et sénateur romain, leva ses propres forces et appela au soutien d'autres gouverneurs. Sa principale grievance était la ruine financière imposée par Néron et le besoin de restaurer la liberté au Sénat et au peuple romain, ce qui signifiait essentiellement déposer l'empereur. Bien que cette rébellion fût initialement contenue par des forces loyales à Néron, elle envoya un message clair. Le contrôle de l'empereur sur l'Empire s'effritait. La révolte de Vindex, bien que réprimée, ouvrit la voie à une insurrection bien plus dangereuse. Servius Sulpicius Galba, le gouverneur respecté et âgé de l'Hispanie tarraconaise, actuelle Espagne, qui avait d'abord hésité à agir, vit dans la rébellion de Vindex une opportunité et une nécessité de s'opposer à Néron. Galba, un homme de grand prestige avec de solides connexions militaires, fut acclamé par ses légions et se déclara le légitime défenseur de la liberté romaine, promettant de restaurer l'ordre et la dignité à l'Empire. L'adhésion de Galba transforma une révolte provinciale isolée en une menace systémique pour le règne de Néron. La nouvelle de la rébellion de Galba se répandit comme une traînée de poudre. Le Sénat, qui souffrait depuis longtemps sous la tyrannie de Néron, sans réel pouvoir et sous la menace constante de purges, saisit l'occasion d'agir. Bien que de nombreux sénateurs aient flatté Néron et exécuté ses ordres cruels par peur, la menace croissante représentée par Galba leur donna le courage de se retourner contre l'empereur. Ils commencèrent à conspirer ouvertement, cherchant le soutien des généraux et de la garde prétorienne, qui avait été le pilier du pouvoir de Néron. La situation de Néron se détériora rapidement.
Les rébellions provinciales indiquaient que son autorité était remise en question à grande échelle et le mécontentement croissant du Sénat signifiait qu'il perdait un soutien politique vital dans la capitale. L'empereur, plus dévoué aux arts et aux plaisirs qu'aux affaires de l'État, semblait incapable de répondre efficacement à la crise croissante. Ses conseillers, autrefois loyaux, comme Tigellinus, le préfet prétorien, commencèrent à évaluer la situation et à envisager leur propre survie. Le réseau de loyauté soutenant le pouvoir de Néron s'effilocha à tous les niveaux. Avec les provinces, se rebellant ouvertement sous des leaders comme Galba et le mécontentement bouillonnant à Rome, la base de soutien de l'empereur s'effondra. Les légions en Germanie et en Bretagne, qui auraient ne pu écraser les révoltes, étaient soit trop éloignées, soit hésitaient à marcher contre leur propre commandant. La nouvelle que même des généraux autrefois loyaux, comme Rufus, désertaient ou étaient forcés de s'aligner avec les rebelles, démoralisa encore plus les forces de Néron. Le vaste empire, autrefois soumis à ses caprices, se retournait désormais contre lui. À Rome, le Sénat, qui conspirait dans l'ombre depuis longtemps, se retourna finalement contre lui avec férocité. Enhardis par l'approche de Galba et la perte du soutien militaire de Néron, les sénateurs déclarèrent l'empereur ennemi public, hostis publicus. Ce n'était pas seulement un acte symbolique, cela le dépouillait de toute autorité légale et faisait de lui une cible légitime pour tout citoyen. C'était la condamnation à mort politique de Néron, un signe clair que son règne était terminé. Le même corps qui l'avait flatté et craint pendant des années le condamnait désormais. La trahison se propagea comme une peste. Les amis le trahirent et les alliés l'abandonnèrent. Tigellinus, le préfet de la garde prétorienne et l'un des complices les plus loyaux et cruels de Néron, réalisa que la partie était perdue et changea de camp, assurant sa survie en désertant et en soutenant Galba. Ce fut un coup dévastateur pour Néron, car la garde prétorienne était sa dernière ligne de défense dans la capitale. D'autres courtisans et figures publiques qui avaient de bénéficier de sa générosité ou craint sa colère s'éloignèrent, craignant d'être associés à un empereur déchu. Le palais, autrefois rempli de flatteurs, se vida. L'image de l'empereur artiste s'effondra sous le poids de la réalité. Les poèmes et chansons qui lui avaient valu des applaudissements forcés semblaient désormais absurdes face à l'effondrement imminent de l'Empire. Néron, dans sa paranoïa croissante, ne pouvait plus distinguer les amis des ennemis. Il tenta de fuir Rome par bateau, mais fut bloqué par des légionnaires qui refusèrent de l'accompagner. Le rêve de s'échapper en Égypte ou dans une autre province loyale s'évanouit. Désespéré et à court d'options, Néron s'enfuit de Rome, non pas comme un empereur, mais comme un fugitif. Il se cacha dans une modeste villa à la périphérie de la ville, dans la propriété de son affranchi Phaon. La grandeur de sa domus aurea et la splendeur de son règne furent remplacées par la poussière et l'anonymat de la fuite. Là, il vécut ses derniers instants, défigurés non seulement par la terreur et l'épuisement, mais par la dure réalité de sa propre paranoïa et de ses choix. L'empereur qui avait tué sa mère, persécuté les chrétiens et incendié sa capitale, était désormais isolé, abandonné et traqué, au bord de l'abîme final. Caché dans une villa modeste à la périphérie de Rome, dans la propriété de son affranchi Phaon, la vie de Néron sombra dans ses derniers moments. La grandeur impériale, les palais luxueux, les applaudissements, bien que forcés, et les flatteries avaient disparu, remplacés par la poussière du chemin et le désespoir d'un fugitif. Entouré de quelques fidèles terrifiés, ses affranchis, sa dernière concubine et une poignée de serviteurs, l'empereur, autrefois tout-puissant, faisait désormais face à l'abîme de sa propre ruine. L'image qu'il avait de lui-même comme un artiste glorieux et un souverain divin s'effondrait face à la dure réalité de sa capture et de sa mort imminente. La paranoïa, qui avait été une compagne constante tout au long de son règne, atteignit son paroxysme. Néron imaginait des ennemis dans chaque ombre, ses anciens alliés se retournant contre lui. Il entendit des rumeurs selon lesquelles le Sénat avait décrété la damnatio memoria, l'effacement total de son nom et de son règne, un sort pire que la mort, et qu'il serait puni à l'ancienne, le cou enserré dans une fourche et fouetté jusqu'à la mort.
L'idée d'une exécution aussi humiliante était insupportable pour quelqu'un qui se considérait comme un dieu sur terre. Il envisagea diverses formes de suicide, mais le courage qu'il avait affiché sur sa scène privée semblait lui faire défaut dans les moments les plus critiques de sa propre tragédie. Pendant ce temps, à Rome, la nouvelle de sa fuite se répandait. Le Sénat, désormais libéré de la tyrannie de Néron, agit rapidement, le déclarant ennemi public. Ils envoyèrent des messagers et des soldats pour le traquer. La garde prétorienne, autrefois le rempart de son pouvoir, l'avait abandonné et avait prêté serment d'allégeance à Galba, le nouvel empereur acclamé. Néron, conscient que le nœud se resserrait, vacillait, montrant un mélange d'arrogance et de lâcheté. Il ordonna qu'on creuse une tombe modeste et demanda de l'eau et du bois pour un bûcher funéraire, mais retarda l'acte final. Alors que les soldats, envoyés par le Sénat et conduits par un centurion, s'approchèrent de la villa, la panique de Néron devint palpable. Il savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La honte d'être capturé et exécuté publiquement était quelque chose qu'il ne pouvait supporter. Même dans ces derniers instants, sa préoccupation n'était pas l'empire qui s'effondrait, mais son image, comment il serait souvenu ou oublié par l'histoire. La scène finale était prête. Le grand artiste, le tyran impitoyable, l'incendiaire de Rome, tous ces rôles convergèrent dans une fin solitaire et pathétique. L'ironie d'un homme qui avait régné avec une telle brutalité, mais qui hésitait à mettre fin à sa propre vie, témoignait de la complexité et des contradictions qui définissaient son règne. Le dernier acte de l'empereur du chaos était sur le point d'être joué, sans public, sans applaudissements, seulement avec le silence qui précède la mort. Le nœud se resserrait. Les bruits des chevaux et des soldats approchant de la villa de Phaon étaient indéniables. Lorsque les soldats arrivèrent, la tension était palpable. Néron, dans ces derniers moments, était entouré de ses affranchis, qui l'exhortaient à agir. Tenant un poignard, l'homme qui avait condamné tant de personnes à la mort, ordonné des massacres et infligé des tortures, hésitait à se porter le coup final. La scène était un contraste amer avec l'image du tyran sanguinaire qu'il avait projeté. Le courage de tuer les autres semblait lui échapper dans l'acte le plus personnel. Sa lâcheté momentanée le conduisit à prononcer des mots qui deviendraient infâmes. Il se lamentait de son incapacité à se suicider, gémissant qu'il manquait du courage d'un empereur. Poussé par ses affranchis et par le bruit de plus en plus proche des soldats, il fut finalement forcé d'agir. L'un de ses affranchis, Épaphrodite, peut-être pour lui épargner une mort encore plus humiliante aux mains de ses ennemis, l'aida à manier le poignard. Au moment où le centurion romain fit irruption dans la pièce, Néron se porta le coup fatal à la gorge. Au moment de sa mort, le 9 juin 68 après JNC, ses dernières paroles résonnèrent dans l'éternité. « Qualis artifex pereo » « Quel artiste périt avec moi ?» Cette phrase, empreinte d'égocentrisme et d'une ironie douloureuse, résume l'essence de Néron. Même à la fin, avec l'Empire en ruine et sa vie détruite, sa dernière préoccupation n'était pas la nation, mais son propre génie et son héritage artistique, un écho final du masque d'artiste qu'il refusait d'enlever. Il avait régné sur un empire, mais mourut en déplorant la perte d'un talent qu'il croyait inégalé. La mort de Néron marqua la fin de la dynastie julio-claudienne, qui avait gouverné Rome depuis Auguste. Sa mort, cependant, n'apporta pas une stabilité immédiate. L'année suivante serait connue comme l'année des 4 empereurs, une période de guerre civile et de tumulte, alors que divers généraux se disputaient le pouvoir, prouvant que le chaos déclenché par Néron entrait Rome pendant un certain temps. La légende et la malédiction de Néron, cependant, transcendèrent sa mort physique. Sa réputation se transforma au fil des siècles. D'un empereur excentrique passionné par l'art, il devint rapidement un symbole de tyrannie, de folie et de dépravation. Les historiens comme Tacite, Suétone et Dion Cassius, bien que potentiellement biaisés en tant que membres de l'élite sénatoriale qui le haïssait, immortalisèrent l'image d'un monstre incendiaire, matricide et mégalomane.
Ce récit négatif fut si puissant que pendant des siècles, tout empereur affichant des traits de cruauté ou d'extravagance était immédiatement comparé à Néron. Pourtant, malgré sa sombre renommée, Néron reste une figure éternellement fascinante. Dans l'art, les récits, les jeux et les romans, il est un anti-héros captivant. Son histoire est une étude de cas sur le pouvoir absolu, la corruption et la complexité de la nature humaine. Il sert de rappel vivant que même les dirigeants les plus cruels peuvent posséder des talents extraordinaires et que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs. Car en fin de compte, ceux qui osent défier les dieux ne meurent jamais en silence. Le dernier cri de Néron, l'artiste qui refusait de se voir comme un tyran, résonne à jamais dans les annales de l'histoire.